Salut lesbiennes et alliés, bienvenue dans l'épisode 6, saison 1 de The Railroad. Avant de vous confier le témoignage qui suit, je vais dresser les grandes lignes du contexte qui a entouré la réalisation de cet épisode. Au passage, j'en profite pour vous dire que sous les vidéos des épisodes, vous trouvez le timelapse qui vous permet de cliquer et d'aller directement là où vous souhaitez dans la vidéo. Pour commencer, j'ai envie de vous préciser la façon dont Mélisande et moi on est rentrés en contact, et ça s'est fait par l'intermédiaire d'Angélique, qui est une amie commune. À ce moment-là de l'aventure, ça fait 1 mois que j'ai commencé les tournages sur la route et je m'apprête à quitter les territoires dans lesquels j'ai du réseau direct et qui jusque-là m'ont permis de réaliser les 4 premiers épisodes. Donc au moment de faire un choix de destination, je me suis référée à la fois aux possibilités d'interview que j'avais et aussi aux facilités que j'avais à me poser en van sur un territoire. Et dans l'idéal, je ne voulais pas aller trop loin parce que l'idée c'était vraiment d'avancer étape par étape en France. Donc au moment où je décide d'aller à Serres dans les Hautes-Alpes, c'est parce qu'Angélique me propose des mises en relation avec des connaissances à elle et en plus elle me garantit un endroit où je vais pouvoir me poser en van. C'est donc grâce à Angélique que je vais pouvoir réaliser l'épisode 5 avec Astrid, puis l'épisode 6 avec Mélisande, et son réseau va jouer jusqu'à l'épisode 7 avec Cécile. En arrivant à Serres, je retrouve Angélique que j'avais pas vue depuis plusieurs années, et ensemble on va directement donc sur le site du jardin potager dont elle m'avait parlé. On arrive sur le terrain, assez rapidement il y a Laure et Solange qui arrivent aussi, et toutes les trois elles me disent que moyennant de respecter l'état d'esprit du lieu, le Garden Paradise comme elles l'appellent, je peux rester vraiment autant que je veux et que j'y suis en gros chez moi. À ce moment-là, c'était déjà cool pour moi de retrouver ma pote. En plus, je me retrouve accueillie aussi par 2 nanas que je connais pas du tout. Et le fait qu'elles me proposent toutes les 3 de rester sur le site, ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur le projet et pouvoir réaliser des épisodes. Pendant les 10 jours là-bas, j'ai accès à un stationnement libre, à l'eau des champs, à des toilettes sèches, aux légumes du potager parce que les filles m'encouragent vraiment à me servir. Par ailleurs, le plein soleil sur le site me permet d'être autonome en électricité puisque je vais charger quotidiennement mon générateur électrique par l'intermédiaire d'un panneau solaire. Pour compléter l'autonomie, il me reste à faire des allers-retours au village pour faire le plein d'eau potable parce que j'avais pas accès sur le site. Et donc une fois que tout ça était garanti, je pouvais vraiment me consacrer au boulot pour The Railroad. Donc majoritairement, je vais être seule sur ce site. La nuit déjà, je suis seule. La journée, je suis majoritairement seule. Mais bon, voilà, il y a aussi le passage d'Angélique et Laure quand elles bossent pas, Solange de temps en temps. Et ensemble, on va se faire voilà, des petits apéros, des petits moments qui, moi, me permettent de décompresser parce que j'ai quand même une cadence assez sévère en termes de gestion du quotidien et de boulot. Donc ça a été vraiment hyper appréciable de l'accueil que j'ai reçu là-bas et le confort, mine de rien, que j'ai eu. Donc merci Angélique, Laure, Solange et toute la clique qui gravite là-bas. Maintenant, en ce qui concerne la réalisation de l'épisode, franchement, c'était pas vraiment acquis d'avance que ça puisse se faire. Dans un premier temps, on s'appelle avec Mélisande. Déjà, je lui parle un peu plus du projet The Railroad qu'elle connaît pas dans les détails. Et puis de son côté, elle me fait part un petit peu de ses réalités, notamment le fait qu'elle est en pleine saison d'animation et que ça engendre pour elle à la fois de la fatigue et surtout un manque de disponibilité. Se greffer à ça, son appréhension quand même de livrer pour la première fois son témoignage et que ça se fasse face à une caméra. Et enfin, elle se questionnait en fait sur sa légitimité à témoigner tout simplement. À ce propos, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard, le fait de se sentir légitime ou non à l'idée de témoigner, parce que c'est un axe central déjà dans le projet The Railroad, et en plus ça a été évidemment latent tout au long de mon été sur la route. Pour finir sur l'échange téléphonique, on s'accorde avec Mélisande pour se retrouver le lendemain à 18h pour continuer de discuter du projet. J'arrive quand même à négocier de venir avec mon matériel au cas où elle voudrait témoigner, mais que vraiment, en tout cas, ça l'engageait vraiment à rien, quoi. Il n'y avait pas de pression là-dessus. D'un point de vue de l'organisation, j'ai tendance normalement à booker les rendez-vous le matin ou en début d'après-midi parce que j'ai besoin d'un maximum de cerveau disponible pour réaliser l'interview. Il faut savoir que c'est une des rares périodes en fait de l'été où il a fait très chaud et en plus je commençais à accumuler quand même pas mal de charge mentale par rapport au projet. Voilà, c'est un moment en gros où j'avais pas des nuits suffisamment efficaces pour me permettre d'être au taquet à 18h pour un épisode. Mais là, faute de mieux et puis parce que je sens aussi que ça vaut le coup de tenter, voilà, j'accepte qu'on se retrouve le soir. Donc bref, toujours est-il qu'on se retrouve le lendemain et puis on commence tout simplement par faire connaissance, à se raconter un petit peu et on prend le temps surtout de détricoter les appréhensions majeures de Mélisande. À 19h, après 1 heure de discussion et de concentration, mine de rien, déjà je sens Mélisande un peu plus à l'aise et en plus il s'avère que quand même l'une et l'autre, on a une bonne partie du cerveau en PLS à ce moment-là, donc ça me semble judicieux de ne pas attendre davantage et je lui propose tout simplement de témoigner, en tout cas je lui demande si elle a envie de le faire.
Pour les raisons que je viens d'évoquer tout au long de cette vidéo, je suis assez reconnaissante de la participation de Mélisande qui, en plus de se pousser un peu dans ses retranchements, d'accepter des conditions de tournage pas évidentes, à commencer par le fait qu'on ne se connaît pas. Alors ok, c'est un point commun quand même à la plupart des interviews que j'ai réalisées, mais pour autant je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'elle va quand même livrer un témoignage, je trouve, particulièrement intime et qu'elle s'est prêtée au jeu pendant 1 heure et demie. Je pense qu'on a terminé le tournage, il devait être 21 h. Donc vraiment, merci beaucoup Mélisande pour ton témoignage. Pendant la discussion qu'on a eue avant le tournage avec Mélisande, j'ai aussi senti que pour elle c'était important d'œuvrer pour notre histoire lesbienne, de diversifier les récits, d'enrichir un peu ces archives-là en apportant différents témoignages, dont le sien. Et de mon côté, de sentir sa volonté et son implication sur ces sujets-là, ça a été moteur pour moi, parce que vraiment ça nous a mises sur la même longueur d'onde. J'imagine que vous l'aurez compris, c'est une interview que j'ai vraiment apprécié réaliser, tout autant d'ailleurs que le montage de l'épisode. Et je crois qu'une des raisons les plus personnelles à ça, c'est que j'aurais adoré entendre ce genre de témoignage quand j'étais gamine. Et mine de rien, malgré tout, ça me procure encore du bien-être de l'entendre aujourd'hui. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le réaliser. Et pour le reste, je ne vais pas spoiler davantage. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et un bon visionnage. Là c'est parti, ça enregistre. Ok. Let's go. Hop, enregistrement. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Mélisande. Je suis animatrice nature. Je me considère un peu comme une sorcière parce que je travaille beaucoup avec les plantes. Et du coup, j'apprends aux gens un peu les plantes et les différentes transformations qu'on peut faire avec. Et c'est un peu de la transmission et du partage que j'ai envie de proposer. Voilà. Et voilà, je vis à la campagne. Je vis dans un lieu avec beaucoup de nature. D'ailleurs, voilà, ça c'est la rivière qui est juste en dessous de chez moi, où je me baigne souvent et ça me ressource, ça me fait du bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais si tu vois autre chose. Non mais c'est bien. Est-ce que tu peux essayer de dresser un petit contexte social dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Alors j'ai grandi en Normandie, au bord de la mer, avec mes parents, mon frère. Mes parents sont toujours ensemble. Et mon frère a une femme et un enfant. Voilà. C'est des parents plutôt ouverts. Et voilà. J'ai bien grandi dans mon milieu, en tout cas de vie, j'ai bien grandi. On va parler un petit peu de la partie scolaire. Est-ce que du coup tu es allé à l'école publique ou privée? Public. Public? Ouais, ouais. Okay. Comment tu étais en fait quand tu étais enfant et ado? Comment tu te décrirais à cette époque-là? Mais je pense que quand j'étais petite fille, j'étais une petite fille assez timide, avec beaucoup de vie quand même, mais j'étais un peu réservée, on va dire. J'avais quand même un frérot qui prenait pas mal de place. Mais du coup, après, adolescente, on a déménagé en fait de Normandie en Haute-Savoie. Et ça a été un peu compliqué pour moi parce que c'était au moment où je rentrais au lycée. Ouais, au lycée même, ouais. Du coup, il a fallu que j'arrive à faire ma place. Et c'était pas évident. C'était pas facile l'adolescence. Ouais. Ouais. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais intégré un groupe où du coup on avait tous un peu des particularités différentes. Enfin voilà. Une qui était très très grande, il y en avait qui, moi j'étais assez ronde aussi, du coup je traînais pas mal avec des personnes un peu rondes. Et puis il y avait tout, en fait j'étais dans un bahut un peu culturel on va dire. Il y avait des options, genre moi j'étais en audiovisuel, mais j'étais dans une classe de théâtreux, et il y avait des musiciens,
aussi dans le bahut. Du coup, on faisait une grosse semaine culturelle à la fin de l'année et du coup, ça brassait quand même. Des circassiens aussi, beaucoup. Je crois que j'enviais un peu ce milieu-là, à ce moment-là. Mais du coup, c'est assez drôle parce que ce milieu-là, je l'ai retrouvé bien plus tard, avec presque les mêmes personnes qui étaient dans mon bahut. Et je les ai rencontrés bien plus tard, genre quand j'avais 20 ans, un truc comme ça, 20, 24, sur cette période-là, quoi. Et du coup, voilà, après, moi, à cette époque-là, la sexualité, enfin, je savais pas trop ce que c'était. J'avais plutôt des fantasmes. Et c'était plutôt dirigé vers les mecs, en fait. Je faisais beaucoup de roller aussi. J'adorais ça. Du coup, j'étais plutôt habillée en mode baggy, sweat, large, tout était large. Enfin, ah ouais, pendant mon enfance aussi, enfin mon adolescence, on m'a beaucoup dit que j'étais un garçon manqué. Et ma mère, beaucoup aussi d'ailleurs. Du coup, je savais pas trop ce que ça voulait dire, en fait. Et moi, j'étais qui j'étais, quoi. Et j'ai quand même grandi avec ce truc-là. Mais voilà, après, je m'éclatais en roller avec mes potes et c'était cool, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'à cette époque-là, ça commençait à me titiller et je me disais que en fait, c'était pas. J'avais l'impression de ressentir des trucs pour des nanas et que c'était complètement tabou et que dans mon entourage, personne n'en parlait ou personne était lesbienne ou gay et du coup, je savais même pas que ça existait. Donc j'ai fait un espèce, je pense, de refoulement. Enfin, j'ai complètement refoulé ça. Et du coup, c'est venu bien plus tard qu'à l'adolescence. Est-ce que tu peux préciser aussi ce que ça te faisait quand on renvoie le truc de garçon manqué et par exemple, dans quelle situation on avait tendance à te dire « Ah, tu es un garçon manqué ?» Et pareil, au niveau de la sexualité, tu as dit que l'homosexualité, tu ne savais pas que ça existait. Et du coup, pareil, si tu peux parler de ça aussi. Ok. Du coup, quand on me disait que j'étais un garçon manqué, moi, je pense que c'était plus par rapport à ma façon de m'habiller, que j'étais pas très féminine. Par exemple, je me suis jamais vraiment maquillée. C'est pas vraiment mon truc, ça. Les seuls bijoux que j'ai, ça va être les boucles d'oreilles. Voilà. Après, qu'est-ce que ça me faisait ? Je sais pas trop, en fait. Je me souviens pas vraiment ce que ça pouvait me faire à l'intérieur. Parce que moi, les personnes avec qui je traînais, on était un peu pareil, quoi. Donc, je me posais pas plus de questions que ça. Tu te sentais pas en marge, quoi, par rapport à ça, parce que tu étais entourée Pas vraiment, non. Enfin, j'ai pas ressenti ça. Je crois pas que j'ai ressenti ça, en tout cas. Et tu disais que, par exemple, donc à la période du lycée, tu disais que tu n'avais pas forcément de notion que l'homosexualité existait. Et là où ça me questionne, c'est que tu dis que tu étais dans un cursus assez ouvert, en tout cas culture, art, etc. Moi, il me semble qu'en tout cas, c'est des endroits où ça a tendance à s'exprimer plus qu'à d'autres. Donc du coup, pareil, est-ce que tu peux préciser ? Est-ce qu'il y a de quoi préciser déjà ? En fait, je pense que à l'époque où j'étais au bahut, parce que mine de rien, c'était il y a déjà bien longtemps. Attends, parce que du coup, j'ai 38 ans. C'était quand j'avais 18 ans, donc c'était il y a 20 ans en arrière. Et l'homosexualité, on n'en parlait pas. Il y a 20 ans en arrière, ou très très peu, quoi. Et même dans un milieu culturel, social, tu vois. Ouais, alors peut-être j'étais pas au bon endroit, mais quand même, je pense que s'il y avait bien eu un endroit où en parler, ça aurait été là. Et du coup, je pense que si je vivais en ce moment, mon adolescence serait contente de voir en fait une visibilité des personnes LGBTQI+, parce que je me dirais justement « Ah mais tiens, mais moi, je suis vachement attirée par les nanas, mais je suis pas toute seule. » Du coup, il y a ça aussi, c'est que
même si tu ressens ça, je pense, moi je me suis peut-être sentie un peu seule et c'est pour ça que j'ai rien dit, j'ai rien évoqué, je l'ai même complètement banni, j'ai fait comme si ça n'existait pas en fait. Il y a eu vraiment ce truc-là. Est-ce que l'homosexualité, tu en as déjà entendu parler en famille, peu importe la raison? Et notamment, est-ce que tu as déjà entendu des propos homophobes ou lesbophobes ou transphobes dans le cadre familial? Franchement, j'ai jamais entendu de mots, en tout cas négatifs, au sujet des personnes LGBT. Okay. Par contre, ils m'en ont jamais parlé non plus. Voilà. Après, il y a pas mal de sujets tabous en famille quand même. Voilà. On ne parle pas de tout le temps. Donc j'ai bien grandi, voilà, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on parle très peu, quoi. Enfin, maintenant un peu plus quand même, évidemment. Mais à l'époque, non. Tu disais que tu avais ressenti peut-être des émois lesbiens sans forcément le formuler de cette manière-là, mais en tout cas, tu as eu des sentiments un peu plus intenses envers des nanas. Du coup, ma première question, c'est déjà à partir de quand? Enfin, en tout cas, quand est-ce que tu as commencé à avoir ces trucs-là? Et du coup, quand est-ce que tu les as écoutés au point de les vivre, quoi, tu vois? C'était très tard. Très tard. Alors, je sais pas si... Moi, j'avais beaucoup... À l'adolescence, en fait, j'avais des amis, des meilleurs amis, avec qui j'étais très proche. On passait beaucoup de temps ensemble. Et ça m'est arrivé très souvent où du jour au lendemain, plus rien, sans explication. Et du coup, c'est là aussi où je me suis posé la question. Bah pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que justement elles auraient senti quelque chose que moi je savais même pas? En fait, tu vois? Tu penses que ça peut être sur ça? Ouais. Peut-être, ouais. Ah, ça peut être d'autres choses aussi, hein, mais je me suis posé la question quand même. Et du coup, en fait, c'est une rencontre où la personne était clairement lesbienne. Et j'avais, je sais pas, 24. Ma première expérience lesbienne, j'avais 24 ans. Voilà. Et c'était trop cool. Voilà, ça m'a intriguée beaucoup en fait. Voilà. C'était une personne androgyne, du coup elle m'a beaucoup intriguée au début et du coup en apprenant à la connaître et tout ça, voilà, on a partagé des beaux moments. Après ça n'a pas duré très longtemps et j'ai eu un gros chagrin d'amour. Donc du coup on est passé un peu du lycée à... Donc là toi tu avais 24 ans du coup pour cette première relation. Est-ce qu'entre-temps par exemple, est-ce que tu étais étudiante? Est-ce que tu as déménagé? Dans quel contexte tu étais? Et est-ce que du coup au moment où tu as rencontré cette personne et que ça a été possible de vivre quelque chose, est-ce qu'entre-temps tu avais eu connaissance de l'homosexualité ou voilà, c'était quoi ton cheminement entre on va dire le lycée et cette période-là? En fait, je suis partie du bahut après avoir loupé 2 fois mon bac. J'ai fait une formation en fait entre-temps. Et j'ai fait un BAPAT en animation du coup. Et après, je suis partie un peu sur les routes en fait. Je suis partie en Bretagne à la recherche de la signification de mon prénom. Et c'est en revenant de ce voyage que j'ai rencontré la personne dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai compris que c'était possible et qu'il y avait des possibilités. Voilà. Où je me suis permise de les vivre et de les vivre pleinement. C'est-à-dire que, en fait, j'avais aucune gêne. En tout cas, avec cette personne-là, j'avais vraiment aucune gêne. Et je me sentais être moi, en fait, avec elle. Et du coup, en fait, pour moi, j'étais même... Enfin, tu vois, je me sentais forte, quoi. Ouais, je me sentais super forte avec elle à mes côtés et tout. C'était magique, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que aussi, à ce moment-là,
En fait, elle s'est fait piquer par une guêpe, on dormait dehors, elle s'est fait piquer par une guêpe et on est parti à l'hôpital. Et ma mère bosse à l'hôpital et en fait, on s'est vus, je crois qu'elle l'a vu aussi. Et quand on s'est séparés, ma mère m'a dit « mais je le savais ». Tu vois ? Il y avait un truc de maman quoi là qui est là quoi et qui te dit non mais t'inquiète hein, je le savais. Ok. Tu le savais peut-être même avant moi. Ça, du coup j'ai l'impression que pour ta mère c'était ok. Est-ce que tu veux pas, est-ce que je sais pas, t'as fait un coming out en famille ou est-ce que vous en avez reparlé, voilà, est-ce que c'est... Alors ouais. En fait ma maman était au courant. En fait, j'ai fait un coming out complètement à l'arrache. Enfin, c'était un Noël, je crois. On était en train de se promener sur la digue avec mon père et ma mère et j'ai dû leur balancer ça, hein, comme ça. Et la réaction de mon père, ça a été « Oh bah non, oh bah non, oh bah non ». Puis c'est tout. Voilà. Et ça s'est arrêté là, on n'en a jamais vraiment reparlé. Mon frère, voilà, il s'en fout, enfin voilà. Et quand même, j'ai voulu le dire à au moins une de mes grand-mères. Je sais pas si l'autre est vraiment au courant, parce qu'on est moins proches, on va dire. Et c'était à ses 90 ans, et on était en balade avec ma mère, ma grand-mère et moi. Et du coup, je lui ai dit. Et elle m'a dit, du moment que tu es heureuse, c'est le plus important. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super beau, venant de ma grand-mère de 90 ans quand même. Voilà. Après, on n'en a jamais trop reparlé non plus. Mais voilà, je pense que... Après, je me dis, je leur ai jamais présenté quelqu'un. Et je pense que le jour où je leur présenterai quelqu'un, ça fera d'autres réactions, je pense aussi, peut-être. Okay. Voilà. En tout cas, jusque-là, c'est plutôt paisible, quoi. Oui. Ouais. Après, on n'en parle pas trop non plus, quoi. Donc, voilà. Du coup, ma prochaine question, ça va être sur le fait que, du coup, il y a une période où tu savais limite pas que, du coup, l'homosexualité existait, ou en tout cas d'avoir des sentiments homo pour une personne. Et du coup, je me demandais si par la suite, tu as eu des références ou des modèles ou j'en sais rien, des personnes à qui t'identifier. Sous-entendu des personnes lesbiennes ou en tout cas, En fait, je crois que c'est clairement quand je suis arrivée dans le DIWA. En fait, je suis arrivée dans un collectif où il y avait beaucoup de nanas et entre autres, il y avait quelques lesbiennes. Il n'y en avait pas beaucoup en fait, je crois qu'il n'y en avait qu'une en vrai. mais du coup, il y avait un truc d'admiration en fait. Tu vois, il y avait vraiment un truc d'admiration et de me dire ah putain, moi aussi je pourrais. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais alors j'ai aucune référence culturelle, de livres ou si maintenant un peu plus, mais à l'époque absolument pas. Enfin voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'était à peu près pareil qu'à l'adolescence. C'est grâce aux rencontres en fait que j'ai fait dans ma vie. Et en fait, plus ça allait, plus je rencontrais des personnes LGBT, parce que j'ai eu plein de copains gays, j'ai plein de copines lesbiennes maintenant, et c'est au gré des rencontres en fait, où là je me suis dit bon voilà, je fais partie d'une famille en fait, je fais vraiment partie d'une famille. En fait, on est plusieurs dans ce cas-là. Voilà, je suis pas toute seule, youpi. Et du coup, maintenant que je suis ici, c'est pareil, quoi. En fait, je me rends compte que les personnes que je rencontre, elles ont eu des expériences lesbiennes ou gays. Voilà. Pas toutes, évidemment, mais de plus en plus. Alors juste, est-ce que tu peux préciser brièvement, tu as utilisé le terme DIWA, donc j'imagine que ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que tu peux juste préciser ça, s'il te plaît? Le DIWA, c'est la vallée de Die et de la Clairette de Die. Donc si vous connaissez la Clairette de Die, en fait la Clairette de Die est faite à Die.
ou aux alentours en tout cas. Et c'est une région très ouverte. Enfin, moi, il y a plein de monde de plein d'horizons différents qui vivent là-bas. C'est très sauvage aussi, enfin, très nature. Et voilà. Merci pour la précision. Savoir si quand tu es arrivé dans le Djiwa et entre autres avec ces nanas, est-ce que c'était des nanas féministes par exemple, ou en tout cas est-ce qu'il y avait des valeurs féministes ou d'autres, tu vois ou... Ouais, quand même un petit peu, je crois. Ouais. Après, c'est pareil, à cette époque-là, je savais pas ce que ça voulait dire être féministe. Je pense que je le suis un peu quand même. Mais j'ai du mal à valoriser ce terme-là parce que je trouve que ça va des fois un peu trop dans les extrêmes et du coup, j'aime pas les extrêmes. Donc voilà, après, c'est sûr que sur le site, enfin sur le lieu de vie, on avait aussi des mecs qui vivaient avec nous. Mais du coup, tout le monde participait à la vie quotidienne. Voilà, dans les collectifs, en tout cas, on essaye que tout le monde participe à toutes les tâches. C'est-à-dire que là, en ce moment, à la maison, on fait du chantier. C'est pas que les mecs, même si, franchement, c'est quand même une majorité de mecs, il faut se l'avouer. Hein. Mais il y a aussi des nanas qui mettent la main à la pâte. Et du coup, nous, ce qu'on demande et ce qu'on aime mettre en place dans ce collectif, en tout cas, actuel, c'est que du coup, tout le monde participe à toutes les tâches de la vie quotidienne, et, que ce soit d'aller ouvrir aux poules, de faire du jardin, ou enfin voilà. Après, c'est aussi en fonction des affinités. Hein. Moi, perso, le chantier, j'ai pas vraiment de compétences. Du coup, je préfère aller m'occuper des poules et du jardin, quoi. Voilà. C'est aussi en fonction de ce qu'on aime faire. Moi, je pense que c'est d'abord ça. Et puis, bon, de toute façon, après, la vie quotidienne, le ménage, machin, tout ça, de toute façon, il faut que ce soit fait. Donc, c'est bien si tout le monde met la main à la pâte. J'ai l'impression que tu as un parcours un peu itinérant. En tout cas, tu as tendance à bouger, parce que tout à l'heure, on en parlait en off aussi. Et que tu as toujours ce truc un peu de vie communautaire. Est-ce que tu as envie d'en parler, de cette expérience-là, de ce que ça t'apporte pourquoi tu aimes bien à la fois bouger et te retrouver en communauté? Alors, en fait, je suis arrivée dans le Djiwa parce que j'avais acheté un camion. À l'époque, je vivais en Haute-Savoie et on a quitté une grosse coloc, on était 6. On a tous quitté la coloc et du coup, moi je suis partie sur les routes avec 2 copines. On a fait un peu la tournée des festivals en bénévole. Et puis on a rencontré des personnes qui vivaient dans le Djiwa, qui nous ont dit « venez et tout, ça va être cool », machin. Donc on a déboulé là-bas. Et en fait, moi, déjà la coloc, c'était déjà un peu... la coloc en Haute-Savoie, c'était déjà un peu un collectif. Et il y avait aussi un squat à Annecy, du coup, où moi, je passais beaucoup de temps aussi. Donc c'était déjà du collectif aussi. Hein. Et après, en fait, je suis à la fois sur les routes, mais je commence à me poser quand même. Bon, je fais encore beaucoup de voitures pour mon boulot, mais sinon, j'ai toujours un camion parce que au moins, je me sens libre avec le camion. Je sais que je peux le prendre à n'importe quel moment et partir à l'aventure, quoi, aller me caler au bord d'une rivière ou dans la montagne, aller faire mes cueillettes, prendre le camion, dormir là-haut, enfin voilà. Et je crois que c'est aussi un peu l'indépendance et l'autonomie, quoi. Et le fait de vivre sur des collectifs, alors du coup j'ai vécu sur un collectif dans le Djiwa. Du coup c'était il y a 8 ans. D'accord. Ouais, je dirais, quand je suis arrivée dans le Djiwa, c'était il y a à peu près 8 ans. Il y a eu 4 ans, 3 ans, 4 ans, où j'ai vécu au sein du collectif. Puis en fait, on a fait beaucoup d'événements festifs. En fait, on avait une asso et on faisait des concerts, des spectacles, ça brassait pas mal de monde. Et du coup, petit à petit, les gens sont partis et puis il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Du coup, voilà, ça a changé, ça a évolué, quoi. On a créé une autre asso, enfin non, c'est une branche de cette asso-là en fait, où nous, au tout début, pourquoi on faisait des événements, c'était pour pouvoir faire des ateliers
accessible à tous. Et du coup, on s'est orienté plus vers cette branche-là. Et du coup, là, on a bossé beaucoup bénévolement à faire des ateliers pour toutes les personnes qui souhaitaient. Et du coup, moi, plus autour du jardin. Donc, on accueillait des personnes en situation de handicap sur le jardin pour faire un peu de transfo, de la découverte sensorielle. Voilà. C'était super chouette. C'était vraiment un beau moment aussi, quoi. Ah oui, et quand j'étais dans le Diois aussi, j'ai vécu pas mal toute seule. Enfin, après le collectif, du coup, j'ai choisi de vivre dans un village où il y a beaucoup de copains de la Buenas qui sont venus vivre aussi. Et du coup, c'était un peu comme un village de copains, quoi. Donc ça changeait pas trop, sauf que j'avais vraiment mon endroit à moi et que du coup, je pouvais souffler aussi, être un peu moins avec les gens, me retrouver moi, parce que souvent quand tu es dans un collectif, plus à cette époque-là j'étais jeune et je donnais un peu de tout et je prenais très peu de temps pour moi. Donc je crois que j'avais aussi envie de retrouver un peu ça, quoi. Et du coup, après, j'ai passé, je pense, bien 4 ans aussi dans cette petite maison-là. Entre les deux, j'étais en camion dans une ferme parce que je bossais en tant que chevrière fromagère. Je bossais pendant 4 ans aussi avec des bics qui m'ont. C'est un peu là où j'ai appris les plantes en fait. C'est grâce aux chèvres que j'ai appris les plantes. Du coup, la Buenas, les chèvres, la maison toute seule. Du coup, depuis le premier confinement, j'ai changé de région. Je suis du coup dans le 05 maintenant, dans le Buèche, dans le Bueskistan, comme disent certains. Et là, en fait, ce que j'ai aimé aussi dans le Buèche, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à construire, même s'il y a déjà une dynamique. Il y a encore beaucoup de choses à faire, alors que le Diois, je trouve, c'est un peu surchargé. Et du coup, ça donne aussi d'autres possibilités et d'autres ouvertures. Et je suis arrivée dans un collectif où on est 10, une dizaine, quoi, avec une famille, donc il y a des enfants, que moi j'adore les enfants, et du coup, ça me fait vraiment du bien de vivre avec des gosses. On se laisse un peu chacun vivre notre vie en fait, tout en ayant aussi des moments collectifs. Donc on a des espaces communs et des espaces perso et on choisit quand on a envie d'être avec les gens, quoi. Et ça pour moi c'est vraiment très important aussi. Et il m'arrive des fois d'être au jardin toute seule et qu'on vienne me rejoindre pour arroser ou pour désherber ou juste pour boire un coup et rigoler. Et juste ça en fait déjà c'est énorme. Voilà. Et pourquoi le collectif ? Je sais pas, parce que en fait, moi j'aime être avec des gens. En meute ? En meute. Même s'il y a des fois des moments, des parts de moi qui me disent tu serais quand même bien toute seule au fond de ta forêt, sur tous ces gens. Voilà. Mais non, je crois que vraiment, ça me fait du bien de vivre avec des gens. Je pense que j'ai aussi, peut-être, pendant un long moment, j'ai eu peur de la solitude. Et du coup, je crois que c'est une alternative à ça aussi, de te dire en fait, t'es pas toute seule. Voilà. Mais un peu quand même. Mais un peu quand même, quand t'as envie, quoi. Et de choisir tes moments, quoi. Ça, c'est trop important, pour moi en tout cas. Pendant ta période, du coup, 3 ans par-ci, 4 ans par-là, ou 8 ans, non, je sais plus, tu vois, t'as dit combien de temps ? 8 ans. 8 ans, voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des relations plus, on va dire, avec des femmes ? Et notamment des relations lesbiennes, du coup ? Eh ben, oui. Oui. Après, c'était très éphémère à chaque fois. Voilà, parce que moi j'ai aussi des grosses difficultés avec l'amour en général, et du coup c'est toujours très éphémère. Mais j'ai fait des belles rencontres et c'est toutes devenues des amies. Et du coup il y a vraiment une personne, une nana que je kiffe de tout mon cœur.
Et du coup, elle m'a permis aussi, parce qu'elle fait des spectacles, elle fait des one-woman shows. Et en fait, je l'ai suivie un peu sur une bonne grosse partie de ses dates, parce que j'avais envie de la soutenir là-dedans, et elle a joué un peu dans plusieurs lieux, dans différentes villes, où on est allé à Marseille, on est allé en Bretagne, on est allé moi je sais même plus si je suis allée à Grenoble avec elle, mais elle est allée à Grenoble, c'est sûr. Après, on a fait des bons gros périples ensemble. Et du coup, là, justement, elle parle un peu de thématiques. Enfin, son premier spectacle s'appelle On m'appelle Monsieur. Donc voilà, elle aura plein de choses à te raconter si jamais tu la rencontres. Mais et du coup, c'est là où je me suis dit aussi, grâce à elle, on est aussi visible quand elle joue, en fait. Et que moi, elle me fait mourir de rire en plus, parce que voilà, c'est un spectacle, quoi. Donc c'est comique, quoi. Elle trouve des blagues, des machins. Donc du coup, et c'est fait avec des histoires réelles, voilà, que elle ou d'autres ont vécu, mais voilà, ça part d'histoires réelles, quoi. Après, des relations amoureuses, moins que des relations amicales. Voilà. Mais c'est pour moi encore presque des fois plus fort que des relations d'amour. Enfin, c'est de l'amour, ça reste de l'amour, c'est juste qu'il n'y a pas de cul, quoi. Voilà. L'amour, à un moment donné, tu as dit, pour moi l'amour c'est un peu compliqué, ou est-ce que tu as envie d'en parler du coup, de verbaliser, ou justement tu préfères pas en parler ou pas préciser, comme tu veux? Je pense que ma première histoire amoureuse avec une femme, ça a été très dur pour moi de passer à autre chose, en fait. Donc je crois que quelque part, il y a clairement de la peur. Il y a à la fois la peur de souffrir encore et la peur de faire souffrir l'autre aussi. D'accord. Voilà. Du coup, vu que des fois je sais pas trop où j'en suis, je sais pas vraiment ce que je veux, en fait, je préfère pas. Voilà. Et en même temps, je me dis quand même, c'est dommage parce que tu dois passer à côté de tellement de choses formidables. Donc c'est un travail que je fais sur moi-même, voilà. Donc j'espère que ça arrivera à un moment. Et je pense que c'est sur la bonne voie. Mais voilà, ça vient aussi de la confiance qu'on a en soi. Voilà, je pense que clairement, je manque un peu de confiance en moi. Okay. De ce que tu décris de ton parcours, tu es quand même dans des réalités, soit des petits villages, en tout cas des petites villes, peut-être pas petits villages, mais en tout cas villages, petites villes, voire isolées plus dans la pampa. Est-ce que par exemple dans le territoire où tu es actuellement, est-ce que c'est facile de rencontrer des personnes lesbiennes et autres, quoi, tu vois, mais en tout cas... Eh ben écoute, ouais, plus que ce que j'aurais cru. Quand j'étais dans le Diois, un peu moins, même si quand même il y a une communauté LGBT, peut-être un peu moins visible. Depuis que je suis arrivée ici, j'hallucine un peu. Mais après, c'est dans le milieu alternatif dans lequel j'évolue. Je veux dire, je ne vais pas aller dire aux paysans d'à côté que je suis lesbienne, parce que je ne suis pas sûre que ce soit accepté, en fait. Et par exemple, l'autre jour, quand on s'est eu au téléphone, j'étais au bar et il y avait des mecs derrière, des mecs du village, quoi, qui venaient boire leur canon, tu vois. Et en fait, à un moment donné où je me suis dit, putain, là, tu parles peut-être un peu fort, est-ce que, voilà, on va pas te le renvoyer dans la tronche, quoi. Ça m'a quand même, je me suis posé la question, tu vois. Mais non, mais voilà,
C'est vrai que je ne vais pas le dire à tout bout de champ ou il faut que je me sente à l'aise, voilà, avec des gens proches. Mais oui, dans notre milieu alternatif, on peut faire des rencontres lesbiennes. Ça, ouais, grave. Et puis en fait, mine de rien, dans notre région, là, il y a plein de gens de Grenoble qui descendent, donc de la ville en fait. Il y a beaucoup de Grenoblois qui viennent se mettre au vert ici, même un peu des gens du sud aussi, donc, où justement par le biais des lieux collectifs, quand on fait un peu des soirées ou quoi, il y a des personnes de Marseille qui montent, des gens de Grenoble qui descendent, donc en fait ça brasse quand même à fond. Donc ça c'est chouette et ça permet de faire des rencontres justement. Donc même pas besoin de bouger. Ouais. Ni d'appui de rencontre quoi. Ah ouais, j'ai l'impression que maintenant si ouais. Devenu le truc, l'appui, c'est vrai. Quoi. Pour moi ça reste de la fiction parce que je n'utilise pas ces trucs-là. Ouais. Donc, voilà. Et du coup là il y avait aussi ça de savoir que et de verbaliser aussi que c'est possible autrement. Oui. Ouais. Dans un milieu nature où il y a peu de monde au final, tu peux quand même rencontrer des personnes LGBT quoi. Ouais, carrément. Et puis après, oui, l'appli, je l'ai déjà eu sur mon téléphone. Je l'ai déjà utilisé un peu, mais au final, moi, je trouve ça a moins de sens en fait, quand même, que de rencontrer en direct une personne. Parce que c'est pas le même feeling quand même. Ça n'a rien à voir. Voilà. Tu as parlé du fait que tu aimais beaucoup les enfants et du coup, là où tu vivais, tu étais en présence d'enfants aussi. Est-ce que tu aimerais, toi, avoir des enfants ? Non. Ouais, bon. C'est un peu radical, mais en fait, je sais depuis que j'ai 22 que j'avais pas envie de faire d'enfant. Parce que j'en ai plein. Parce que j'ai envie d'apporter à beaucoup et pas qu'à un. Et que je pense que je peux aussi faire partie de l'éducation d'enfants qui sont pas les miens. Et de semer des petites graines, tu vois. Par exemple, là, avec la colo qu'on a fait, aussi, ça c'était une super formation. J'ai fait une formation avec une autre asso dans le Trièves qui s'appelait Sexualité et genre, et où on a parlé beaucoup de ces questions-là au sein des colos, majoritairement avec des ados, parce que forcément c'est à ce moment-là que ça se pose, mais aussi avec des plus jeunes. Et il y a eu ce questionnement de dans les tentes, on fait toujours filles-garçons. Et si, par exemple, il y en a, ils arrivent à un crew de mecs et de nanas et qui ont envie de se mettre ensemble dans une tente, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, la question s'est posée. Enfin, même pas la question, parce qu'en fait, ça s'est fait tellement naturellement qu'on a dit OK. Voilà. Donc oui, sur notre colo, il y avait 2 tentes qui étaient mixtes. Et c'était super de pouvoir leur autoriser ça, en fait. Tu vois ? Et j'étais trop contente. J'étais trop contente de leur proposer ça. Enfin, même pas de leur proposer, parce que c'est eux qui l'ont demandé, mais en tout cas de leur donner la possibilité d'eux. Voilà. De pourquoi on sépare les filles et les garçons. Après, on n'en a pas vraiment reparlé derrière, mais voilà. Après, je mets toujours un petit peu ma petite note, moi, aussi à ce niveau-là, en fait, dans les animes que je propose. Comme aujourd'hui, par exemple, il y avait une équipe qui allait faire des cabanes. Il y avait 4 petites filles et un petit garçon. Puis j'ai dit, les filles, parce que c'était une majorité de filles. Et du coup, quand même, ça a fait tilt dans la tête de certains enfants, en mode mais non, mais il y a un garçon. Je dis oui, mais pour moi, ma réalité, c'est que vous êtes plus de filles. Donc, moi, je dis les filles. Voilà. Et voilà, des petites choses comme ça qui s'aiment, quoi. Et puis, peut-être qu'un jour, ça leur permettra de réfléchir autrement aussi, quoi. Voilà. Alors tu as beaucoup évoqué le terme de communauté.
notamment dans ta collectif. façon... Ouais, super. Okay. Excuse-moi, c'est peut-être moi qui l'entends partout, mais du coup collectif. Et du coup, ma question se porte sur le terme de communauté. Est-ce que c'est un terme avec lequel tu es à l'aise et est-ce que tu te dis d'une ou plusieurs communautés, tu vois Alors, déjà peut-être, moi, communauté, ça me dérange un peu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi la communauté c'est on fait un peu tout ensemble, on est tout le temps ensemble et du coup avec je sais pas trop. Pour moi là l'idée du collectif c'est vraiment d'être soit avec les autres tout en ayant sa propre vie. Et en n'étant pas forcément... Si, on fait partie d'un groupe, mais en tant qu'individu, tu vois. À la limite, quand on était à la Buenas, on mettait beaucoup de choses en commun, et à la limite, là, ça aurait pu s'appeler une communauté, parce qu'on partageait une bagnole, parce qu'on mettait des thunes en commun aussi. Bon, là aussi, mais c'est différent quand même. Si on remet... moi, j'aurais plutôt envie de dire je fais partie d'une famille, en fait, et pas d'une communauté. Voilà. Ça peut aussi se retranscrire par rapport aux personnes LGBT. Moi, je sais que j'ai des copines, c'est ma famille. Voilà. Plus que ma communauté, quoi. Voilà. Est-ce que tu te définirais comme une personne militante? Et si tu te définis comme une personne militante, sur quel sujet ou à quel niveau? Alors, ou à quel niveau peut-être? Oui. Je suis pas sûre que je sois militante comme on peut l'entendre aujourd'hui. Je me bats à ma façon dans mon quotidien. Plus que dans les rues par exemple. Aussi parce que aller à la ville pour moi c'est un peu galère. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas trop à ma place. Et du coup aller me manifester, même si j'en ai parfois très envie, ça me met pas à l'aise en fait. Et du coup je vais plutôt militer en faisant du bénévolat à Veynes, au buffet de la gare. Aller rencontrer les anciens, parce que c'est des vieux 68 ards à la retraite qui sont là-bas et que aujourd'hui j'y suis passée et c'est exactement ce que j'ai dit. Je fais moi dans mon réseau, je côtoie que des gens entre 20, 40, 50 ans, mais ça va pas au-delà, quoi. Du coup, j'ai aussi besoin de personnes un peu plus âgées que moi, d'échanger avec eux et tout. Et aussi par mon travail. Je pense que mon travail et puis tout ce que je mets en œuvre chez moi pour, comme le poulailler, pour avoir des œufs, comme le jardin, pour avoir un peu des légumes, d'aller faire mes cueillettes pour me soigner et transmettre ça en fait. Pour moi, c'est ça ma façon de militer. Et c'est pour ça que je disais au début à ma présentation que j'étais une sorcière, que je me considérais un peu comme une sorcière. Parce que j'ai vraiment envie de ça, quoi. J'ai vraiment envie de partager ce que je connais aux autres et que les autres aussi me partagent leurs connaissances. Du coup, c'est quand même un système d'échange et je pense que c'est comme ça qu'on va bien plus loin aussi en partageant ces moments-là, quoi. Et pour moi, les plantes, c'est quand même quelque chose de magique. Et souvent, c'est ce que je dis aux enfants d'ailleurs, que c'est pas nous les sorciers et les sorcières, c'est les plantes qui sont magiques et que du coup c'est les plantes qui ont des pouvoirs magiques et pas les personnes qui les utilisent. Que du coup tout le monde peut être sorcier ou sorcière du moment où tu connais très bien les plantes, que tu sais les utiliser. Alors tu pourrais éventuellement te considérer comme un sorcier et une sorcière. Voilà. Est-ce qu'il y a une plante particulièrement dont tu apprécies les vertus, ou en tout cas de laquelle tu te sens proche, ou une plante que tu as envie de partager, tu vois, dire aux gens, celle-là,
penchez-vous sur celle-là. Il y en a tellement. C'est dur de choisir. Hein. En ce moment, clairement, j'aurais envie de parler de la lavande parce qu'elle est en fleurs et parce qu'elle a beaucoup de pouvoirs magiques, beaucoup de vertus. Et elle peut soigner beaucoup de choses. Après, c'est dur de choisir, quoi. Il y en a plein qui me viennent. T'as pas une plante totem? Et non. Ok. Tu vois, là, il y a tout de suite, il y a l'hélicryse aussi qui me vient, l'hélicryse ou l'immortelle. C'est du coup une plante qui soigne les hématomes mais qui est aussi régénérante. Et en plus, ce qui est génial avec les plantes, c'est qu'elles n'ont pas qu'une seule vertu, elles en ont plein. Donc c'est pour ça que pour moi c'est difficile de choisir. Mais voilà, on va rester sur la lavande et l'hélicryse. Parce que sinon je t'en dirai plein d'autres. Est-ce que depuis que tu as des relations avec des femmes, est-ce que tu as aussi eu des relations avec des hommes ou des personnes non-binaires, j'en sais rien, en tout cas trans Et ben du coup, un peu, oui. En fait, j'ai voulu réessayer, avec des hommes après mes expériences avec des femmes. Et en fait, je me suis aussi fait pas mal draguer par des hommes. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais réessayer. Et au final, non, en fait. C'était OK au début. Et puis, dès le moment où il y avait pénétration ou je n'y arrivais plus. C'était vraiment comme s'il y avait un blocage, en fait. Et j'ai jamais réussi à ce qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Voilà. Il y a aussi le fait que des fois, j'ai pu me faire draguer et que je voyais pas aussi. Mais voilà, c'était surtout ouais, ça. Comme ça que ça s'est passé. À l'heure actuelle, du coup, est-ce que tu te définis comme lesbienne? Tout simplement. La question avait l'air d'avoir une suite. Oui, carrément. Ouais. Mais j'avais quand même envie de rajouter un petit truc, je peux? Je t'en prie. Tu crois? Ouais, grave. Parce que, en fait, j'ai envie de me considérer comme lesbienne, de dire que je suis lesbienne. Mais en fait, peut-être que en fait, ça peut encore changer. On sait pas. Peut-être que justement, je vais rencontrer une personne trans aussi, ou je sais pas. Ou un homme tellement fantastique qui aurait la sensibilité d'une femme et qui soit en mode déconstruction aussi, et que ça puisse le faire parce que il y a de l'écoute, parce que il y a des envies communes de partager, d'autres choses, quoi. Du coup, voilà, j'avais envie de rajouter ça quand même. C'est important. J'aimerais te demander ce qui te pousse à témoigner, en tout cas ce qui t'a motivé pour témoigner dans The World. Déjà, ça s'est fait un peu comme ça. J'avais une appréhension de me dévoiler quand même. Mais je pense que c'est clairement important de permettre à d'autres de savoir qu'on est là, qu'on existe, et que toutes les histoires sont différentes et qu'on a tous à apporter aussi. Et puis ta rencontre, quand même. Voilà, qui m'a mis à l'aise et du coup qui a permis que je puisse témoigner. Voilà. Merci. Du coup, j'aimerais savoir en fait s'il y a un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder au cours de cet échange, mais qui pour toi est important et que tu as envie d'aborder. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie de partager? Non, pas plus que ça. Je crois qu'on a un peu balayé les choses que j'aime dans la vie, qui je suis, et voilà.
Je crois que c'est pas mal déjà. J'ai peut-être 2 micro-questions pour Oh waouh. C'est toujours comme ça, à chaque fois que c'est la dernière, mais en vrai, c'est jamais la dernière ou quoi. Je voulais te demander, du coup, dans le cadre, voilà, avec la pandémie, machin, nanana, est-ce que ça a changé des choses qu'est-ce que ça a pu modifier dans ta vie? Comment tu vis cette période-là, à l'heure actuelle? Bah quand même, au premier confinement, on s'est dit avec les copains célibataires, oh merde. Comment on va faire hein. Vraiment. Ça a été vraiment un truc qui nous a... Après, en général, là où je vis en ce moment, le confinement, moi je l'ai plutôt bien vécu. Et on était quand même avec les copains et à faire des trucs concrets, dans le concret. Et moi j'ai vraiment besoin de concret. Et presque quand on est revenu à la vie, j'étais presque un peu déçue quelque part quand même. Mais oui, il y avait quand même ce truc de se dire on peut plus aller dans les bars, on peut plus aller dans les restos, on peut plus aller faire de festoches, de concerts. Moi j'ai besoin de me nourrir de nouvelles rencontres aussi et c'était plus possible quoi. Donc c'est ça qui m'a le plus manqué je crois. Et du coup, ça y est, ça va être l'ultime question, normalement. C'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir et pour la continuité de l'été? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je sais pas, du courage parce que je suis déjà tellement fatiguée. Ça, c'est la première chose qui me vient. Mais qu'est-ce que tu peux me souhaiter? De retrouver de la confiance quand même, parce que là, je me dis... Il serait temps. Il serait temps. Ouais. La question bonus. Est-ce que tu aurais des conseils ou en tout cas, je sais pas, un avis à partager par exemple pour les personnes qui se questionnent au niveau de leur sexualité et notamment qui se demandent si elles sont lesbiennes ou nanana. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des choses à partager? C'est chaud comme question ça. Je sais pas trop. Qui peuvent attirer ton expérience, tu vois. Ouais. Peut-être justement de ne pas avoir peur d'accepter ça en fait. Parce que c'est qui tu es quoi. C'est juste qui tu es et du coup Ouais. C'est pas trop, c'est... Écoute, je crois que c'est déjà pas mal. Obligatoire, hein, il n'y a pas de réponse imposée, tu vois. Ouais, voilà. Non, ouais. Après, ça dépend aussi du contexte familial, du contexte, voilà. J'ai vu Ah oui, si, je pourrais donner un conseil. Faut regarder le film Coming Out, que j'ai beaucoup aimé, et qui peuvent aussi aider à se rendre compte que c'est pas si terrible, et qu'en vrai, les mamans, elles sont trop fortes. Je pense que quelque part, les mamans, elles le savent quand on est gay ou lesbienne. Dans ce film-là, clairement, on voit que la plupart des personnes qui font leur coming out, elles commencent par leur maman. C'est quand même ouf. Et que la plupart des mamans sont OK, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt déjà un point super positif, quoi. On termine là-dessus? Ouais. Cool, merci beaucoup. Avec plaisir.